Bonjour à tous, bien content de vous revoir. Ici TU, bienvenue sur Electric Piano Freak. Donc aujourd'hui, on parlera pas de clavier jouet, ni de trucs bizarres qui font du bruit qu'on sait pas trop c'est quoi. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un pan de l'histoire de la compagnie Roland, compagnie très reconnue pour ses instruments de musique à travers le monde. Mais on va plus se concentrer sur l'année 1977. Cette année-là, Roland a release un combo, un piano analogique, le Roland MP700, ainsi qu'un amplificateur, le MPA100. Aujourd'hui, on va particulièrement se concentrer sur l'amplificateur, le Roland MPA100. Je viens tout juste d'aller chercher, c'est gros. Ça rentrait pas dans ma voiture, donc je pense que je vais avoir besoin de faire l'espace. Donnez-moi 2 secondes, je vous amène ça. Sorti en 1977, le MPA100 était un accessoire pour un piano analogique Roland MP700. Il a été principalement conçu pour concurrencer le Fender Rhodes Suitcase. On peut voir la ressemblance qui est frappante. Par contre, au niveau du son, c'est pas la même chose. Dans la même gamme de claviers, Roland a aussi release le Roland VK6 et VK9 qui tentent d'émuler le Hammond B3. Ici, j'ai un bel exemple, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard. Et comme vous pouvez vous en douter, j'ai déjà possédé un Roland MP700. On peut le voir en bas de la photo avec le Roland VK9 et le RS101. La seule photo de l'intérieur que j'ai, comme on peut voir, c'est vraiment différent d'un Rhodes. C'est pas électromécanique, mais analogique. Il est extrêmement limité avec ses 4 sons assez basiques. Je ne le possède plus présentement, mais j'ai gardé quelques pièces dont le keybed. On peut voir l'action qui est très douteuse. Ici, on voit la construction. Je sais pas pourquoi ils ont mis 1,5 pouce de bois dans le fond. Ça fait juste rajouter du poids. Ça rajoute rien au niveau de la touche. On voit l'arrière avec les assises pour les contacts. Ici, un détail des keys, plastique, métal et un espèce de marteau en plastique. Les keys sont vides et minces, vraiment pas un bon feeling. Ici, je vous montre l'action. C'est supposé émuler une espèce de feeling de piano acoustique. Je peux vous dire que c'est pas tellement réussi. Sur un autre angle, j'ai aussi gardé la front plate, qui est faite d'un acier quand même très épais. Et j'ai aussi gardé tout ce qui est composants électroniques. On peut voir la plate de output du MP700. On peut voir la ressemblance avec les input-output du MPA100. Et finalement, le case, j'ai fait un bottom pour le VK9. Je trouve que le style fit parfaitement. Bon, de retour au sujet principal, le MPA100. Ici, on peut voir un catalogue. C'était à 190 000 yens, qui donne 1600 US, et avec inflation, c'est autour de 7700 US. Voici celui que j'ai trouvé, quand même clean pour l'âge. Les dimensions sont 1280 mm de longueur, 620 mm de hauteur et 310 mm de profondeur. L'ampli possède 1, 2, 3, 4 speakers 10 pouces. Ici, on a les pédales, celle de gauche c'est le damper, celle du centre le chorus on-off et celle de droite le sustain. Elles sont entièrement électroniques et non mécaniques. Close-up sur le badge Roland, qui est un petit peu magané. Ici, on voit l'arrière avec les 2 petits contrôles cachés pour le chorus et le vibrato. On a le power cord, on a un input AC et on a le fuse holder. Et on a des espèces de trappes de ventilation assez génériques. C'est peut-être pour pas qu'il y ait de condensation à l'intérieur ou pour faire échapper les basses. J'en ai aucune idée. Un petit close-up sur la nameplate avec le numéro de série et le numéro de modèle. Ici, une vue de côté où on peut voir tous les contrôles et les énormes poignées. Ça a vraiment été conçu pour être dans cette position et avoir le piano par-dessus. J'aimerais naturellement y mettre mon Rhodes lorsque la sustain pedal sera modifiée.
Ici un close-up sur les contrôles, on peut voir qu'il manque un volume d'input, vu que le volume général était sur le piano. Bon, on commence par une petite inspection visuelle. On peut voir qu'il y a pas mal de dirt sur le Tolex, puis aussi du dirt où c'est que les braquettes pour le stand se trouvaient auparavant. Ici, on voit la saleté sur tout ce qui est contrôle, input et output. On peut voir beaucoup de dirt incrusté dans les coins. Ensuite, petite inspection de l'arrière. On peut voir avec toute la poussière que ça a été utilisé sur le côté majoritairement. On peut voir du liquid damage sur une des trappes de ventilation. Et un overall du back. Mais avant même de l'allumer, j'aime bien tout nettoyer. C'est un peu dégueulasse d'avoir toute cette dirt-là. Et du Tolex, c'est chiant à nettoyer. Donc je commence avec de l'eau savonneuse et un chiffon, juste pour enlever un peu l'excédent de poussière qui peut se retrouver sur la surface. Mais on sait bien que ça ne nettoiera pas du Tolex, donc après ça j'y vais avec une brosse humide, encore avec de l'eau, avec du savon. C'est bien pour tout nettoyer les saletés incrustées dans le Tolex. Ensuite, je repasse avec un chiffon et j'essuie avec une guenille sèche. Bon, maintenant, il est temps de laver ces fameuses trims. Il y a beaucoup de dirt qui se cache dans les grooves, donc bien important de bien frotter avec une brosse. Bon, quand tout est bien lavé, j'aime bien aller voir ce qui se cache à l'intérieur et voir l'état des composants. Donc, on va l'ouvrir. Il y a une quinzaine de vis en arrière. Et comme vous pouvez voir, c'est assez long. Bon, qu'est-ce qui va se cacher là-dedans? C'est la première fois que je l'ouvre, donc c'est une surprise. Étonnamment super clean, tout est vraiment beau, pas trop de corrosion, juste de la poussière, mais ça c'est normal. Petite inspection, ici on peut voir les speakers, c'est des 12 pouces, des Pioneer 16 ohms. J'ai lu qu'à l'intérieur de certains JC 160, il y a des speakers label R et P, qui voudrait dire Roland and Pioneer. Toujours le fun de voir des vieux labels d'inspection de Roland qui viennent de la factory. Petite inspection de l'ampli et de l'énorme transformer, mais ça c'est normal pour 120 watts. Ensuite, bien sûr, on nettoie ce 40 Years of Dirt. C'est vraiment dégueulasse, mais il faut que ça soit fait parce que on veut quelque chose de clean, on veut quelque chose qui transporte pas trop de poussière, donc nécessaire. Bon, c'est le temps d'un gros projet. J'aimerais voir l'intérieur de l'ampli, voir les composants, mais tout est refermé, donc il faut dévisser l'ampli et la retirer du case. C'est une grosse job, j'ai pas le service manual, il n'y a aucune schématique, il n'y a rien disponible, donc il faut que j'y aille avec la logique, fait qu'on va faire attention. Je crois que par le côté, ça va être la meilleure solution vu que les vis se trouvent sur le top. On dévisse délicatement. Mais je me suis rendu compte que l'amp est comme inséré dans des coches dans le bois, donc c'est assez bien sécurisé, ce que je ne savais pas au début, c'est pour ça que je prends des précautions et je le tiens bien. Mais finalement, c'était safe et solide. Je prends vraiment beaucoup de précautions ici. Ensuite, bien important de retirer tout ce qui tient le power cord, parce que lui, il va venir avec l'ampli, donc pour pas tirer sur le fil, il faut bien tout enlever les petits tie wraps et les petites braquettes. Bon, on est prêt à retirer l'ampli. Il faut la slider un petit peu par en arrière parce qu'elle est prise dans des petits slots dans le bois. Donc, il faut la slider, ensuite la popper par le haut. On fait bien attention. Et yes, j'ai réussi à le sortir de là. Nice. Le poids est quand même conséquent à la grosseur du transformer. Regardez ça, super clean. Tout est beau. Aucun composant qui a fail. C'est vraiment nice, c'est juste poussiéreux.
Ici, on voit, je crois, tout ce qui est gestion, input, output, damper et chorus. Ici, on voit la fameuse MN 3004 de Mitsubishi, le BBD qui s'occupe du chorus. La faceplate et les jacks en arrière en plastique typiques de cette époque. Ici, c'est assez évident, c'est la section Power Supply, directement pluguée sur le transformer et avec les gros caps. Ici, je crois que c'est tout ce qui est ampli, avec les gros voltage regulator et le énorme heatsink, et le gros transformer. Bon, un petit nettoyage de la faceplate, ça fera pas de tort. Et aussi tout ce qui est poussière à l'intérieur du châssis, du moins ce qui est possible à enlever. Et on nettoie aussi la backplate. On fait ce qu'on peut pour le heatsink. C'est sûr qu'il y a des composants et des fils, mais on essaye d'y aller autour et enlever le maximum de poussière. Dans tous les angles possibles. Ici, j'aimerais faire une petite modif. Comme on peut voir, les potes sont un petit peu renfoncés. Ils ont mis une braquette parce qu'ils ne voulaient pas que ces potes-là soient super accessibles. J'aimerais l'enlever et mettre les potes directement sur le châssis et pouvoir y mettre des knobs. Premièrement, on dévisse les deux vis de la braquette. On check la braquette, on vérifie les potes. C'est standard, donc ça va être facilement modifiable. On dévisse les potes. Et on enlève la braquette. Les potes sont standards, les trous sur le châssis sont assez grands, donc on est parti. On visse et installe tout ça. Le deuxième, faire attention au fil pour rien dessouder. Et s'assurer que tout soit bien tête pour pas que les potes puissent tourner. Le résultat final avec des knobs de vieux tape deck TEAC. Futur modif, j'aimerais déplacer ces deux pots-là. Les connecteurs sont juste ici. Et j'aimerais les mettre à la place des deux jacks qui servent à rien sur la faceplate. Donc on aurait accès à tous les contrôles au même endroit. Petit job de soudure pour les jacks, mais pour les potes, les fils sont assez longs. J'aimerais aussi y incorporer un sustain pour Rhodes directement dans le case. Il y a déjà deux pédales qui servent à rien, donc j'imagine que je peux peut-être faire quelque chose. Mais ce sera pour un follow-up plus tard. Bon, déjà le temps de le mettre dans le case. On fait attention, c'est très lourd. On essaie de l'aligner dans les petites fentes du bois. C'est pas facile, il faut pousser quand même fort. Et finalement, j'ai réussi comme à le locker là. Et là, c'est bon. Et là, on visse bien solidement. Bon, ça a l'air bien solide. Et maintenant, les 4 vis du faceplate. Et le back, juste une quinzaine de vis encore à visser.
Et finalement, la dernière, on visse ça bien tête pour avoir aucune vibration. Petit overview de la mode une fois le case fermé. Finalement, il faut trouver une place à ce gros frigidaire-là. Heureusement, j'avais un Leslie, je l'ai juste bougé de place, donc ça me fait un beau trou drette là. On essaye de l'insérer le mieux possible, pas trop l'accoter sur le mur non plus. Il faudrait probablement que j'aille des roues ou un dolly, mais j'hésite à percer directement dans l'ampli. Ici, j'installe mes micros. Bien important de le micer en stéréo vu que le chorus se promène d'un côté et de l'autre pour garder l'effet de largeur. Vous allez entendre plus tard, c'est assez nice. Et voici l'emplacement final. C'est quand même bien, il n'est pas trop épais, donc il ne prend pas trop de place. C'est parfait.
Comme vous avez pu le voir, cet ampli-là est parfait pour moi, c'est parfait pour mon genre de setup. Par contre, il y a des petits contres. Le manque de reverb, le manque de volume pour le input, qui est un peu ridicule, mais bon, ça venait avec un piano qui avait le volume. Et aussi le manque d'EQ. Pour le futur, j'aimerais faire quelques autres petites modifications, dont bouger les 2 potes de l'arrière vers le côté, comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo. Aussi insérer un sustain dans la base avec une des 2 pédales qui ne servent à rien. Et 2 autres que je ne sais pas trop si c'est faisable. J'aimerais beaucoup mettre un volume de input juste pour pouvoir ajuster le gain à l'input parce que souvent avec des trucs passifs comme des guitares, des trucs, tu peux jamais les monter à full volume. Et peut-être une faute switch pour contrôler le chorus on-off, vu qu'avec la pédale, c'est pas super pratique. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine vidéo, je peux vous dire le sujet tout de suite. Ce sera à propos du Columbia Elepian. On peut le voir un peu ici. C'est un piano électrique qui vient du Japon. C'est le seul piano japonais avec des reeds. Si on peut voir ici, j'ai un Yamaha CP60, qui est un piano électrique japonais, mais il marche avec des cordes. Donc, le Columbia Elepian est super intéressant. C'est un peu un mix entre un Rhodes et un Wurlitzer. Donc, je vais vous montrer l'intérieur, je vais vous faire des démos, je vais vous montrer un peu les ajustements qu'on peut faire dessus. Ça risque d'être une bonne vidéo aussi. Donc, je vais vous laisser en musique. Un petit jam que j'ai fait. J'ai passé une couple de piano dans l'ampli aussi. Tout a été recordé avec l'ampli. Juste pour vous donner une idée de la versatilité. J'espère que ça va vous plaire et on se dit à la prochaine.